Bien, bienvenue à tout le monde pour cette table ronde en Zoom sur le thème de la trisomie 21. Et donc, c'est une table ronde autour de la journée mondiale sur la trisomie 21. La journée mondiale, c'est le 21 mars. Pourquoi? Puisque 21 mars, 21-03, 3 chromosomes 21. Et cette journée, c'est donc pour sensibiliser le public à cette anomalie chromosomique. Et c'est en fait une anomalie qui est responsable de déficit intellectuel d'origine génétique. C'est la première cause de déficit intellectuel d'origine génétique. Et donc autour de cette table ronde, donc on est 7 participants. Et peut-être on va faire un tour de table pour que chacun se présente. Je vais commencer, donc je suis Marie-Claude Potier, je suis chercheure au CNRS. Et je dirige une équipe à l'Institut du cerveau et de la moelle qui fait ses recherches sur la trisomie 21 et la maladie d'Alzheimer. Donc peut-être on peut continuer. Damien, si vous voulez vous présenter. Oui, voilà, Damien Odoul. Je viens de finir mon 9e long métrage, qui s'intitule Théo et les métamorphoses. Le personnage de Théo est joué par un jeune trisomique voilà, de 27 ans, Théo Kermel, avec lequel j'ai travaillé pendant de longs mois. Voilà. C'est clair, non? Merci Damien. On n'avait peut-être pas entendu la première phrase où vous avez sans doute dit que vous étiez réalisateur, cinéaste, poète. Cinéaste, oui. Voilà. Oui, cinéaste surtout. Oui, bien sûr. Oui. Et que c'était mon 9e long métrage, là, voilà. D'accord. Géraldine Zamanski, si vous voulez vous présenter. Alors, Géraldine Zamanski, je suis journaliste au magazine de la santé sur France 5 et j'ai été invitée à éventuellement être un peu médiatrice sur cette table ronde, mais je vais essayer d'être la plus brève et peu intervenante possible pour surtout laisser les présentations des chercheurs avoir le temps maximal et voilà, peut-être aussi un petit peu surveiller justement le temps pour que chacun puisse présenter ses projets. Merci. Martha? Désolée. Oui, moi, c'est Martha, étudiante postdoctorale à l'Institut du cerveau à Paris. Et je suis dans l'équipe de Dr Marie-Claude Potier, aussi ici dans la table ronde. Et mes recherches se centrent aussi autour de la trisomie 21 et l'Alzheimer. Et Laura? Oui, bonjour. Moi, je suis Laura Chicotin. Comme Martin, je suis postdoctorante dans l'équipe de Marie-Claude et moi, je m'intéresse aux marqueurs de la maladie d'Alzheimer, mais ceux qui sont les plus précoces possibles. Merci. Et Javier? Bonjour, moi je suis Javier Sorricha de San Martín. Je viens de l'Argentine et moi je travaille dans la recherche sur la physiologie des neurones, c'est-à-dire le fonctionnement, l'activité et comment cette activité s'organise dans le cerveau. Merci. Et Nicolas, enfin? Nicolas, du coup, je suis responsable de la communication scientifique à l'Institut du cerveau. Je travaille avec Marie-Claude sur l'organisation de cette journée de la trisomie 21. Merci à tous. Bien, on va démarrer. Donc là, je laisse le soin à Géraldine de modérer cette discussion et cette table ronde. Donc, je voulais juste démarrer par une petite introduction sur la trisomie. Donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est une journée qui a été déclarée journée mondiale de la trisomie 21, donc ce 21 mars. Elle avait été proposée en 2005 par l'Association française de la recherche sur la trisomie. Et ensuite, c'est une journée qui a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et puis par l'ONU en 2011. Donc, le but de cette journée, vraiment, c'est d'organiser des événements et de sensibiliser le public. Tous les événements, ils sont organisés de par le monde, journée mondiale.
pour la défense des droits des personnes porteuses de trisomie, et puis aussi pour discuter de leur inclusion et aussi du bien-être de ces personnes. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je démarrais par une toute petite introduction sur la trisomie 21. Donc la trisomie 21, découverte dans les années 60, enfin en tout cas, disons l'origine génétique a été découverte en 1959 par Jérôme Lejeune et Marc Gauthier. Et actuellement, on sait qu'il y a environ une naissance sur 2000 qui est porteuse de trisomie 21. Par contre, le nombre de personnes porteuses de trisomie en France, elle est de l'ordre de 70 000. Elle augmente plutôt puisque l'espérance de vie de ces personnes a augmenté récemment. Donc, il y a environ 70 000 personnes porteuses de trisomie en France aujourd'hui. C'est classé comme une maladie rare. Et on sait que c'est aussi une pathologie, enfin une forme d'anomalie chromosomique qui est associée à un certain nombre de choses. On le sait tous, hein, les modifications et les différences physiques, et puis aussi donc le déficit intellectuel, mais qui peut être très variable. Hein. On sait que certaines personnes ont un déficit intellectuel plus ou moins marqué. On ne comprend pas forcément exactement pourquoi d'ailleurs. Et puis, la trisomie, elle est associée à d'autres pathologies. Alors, le risque d'obésité, le risque d'hypothyroïdie, le risque de syndrome de type autistique, de malformations cardiaques qui sont maintenant prises en charge très tôt et opérées rapidement. Et puis aussi, dans la partie plutôt deuxième partie de la vie, avec des risques accrus de maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment une pathologie complexe, comme vous pouvez le comprendre. Hein. C'est en l'an 2000, le séquençage du chromosome 21 a été complètement réalisé. L'an 2000, ça fait pas si longtemps que ça. Et ce qui a permis de voir qu'il y avait environ 300 gènes sur ce chromosome. Mais ensuite, tout de suite, on a voulu savoir 300 gènes. Il y en a 1,5 fois plus que chez une autre personne, donc qu'est-ce que ça peut changer? Et finalement, tous les gènes ne sont pas changés, il y en a environ 30% qui sont changés. Donc parmi ces 30%, il faut essayer d'aller décortiquer, voir ce qui se passe exactement au niveau génétique, et puis après dans des systèmes qu'on dit intégrés, vous entendrez tout à l'heure Javier vous parler de réseaux de neurones. Donc tout ça fait que c'est vraiment à la fois une maladie complexe, puisqu'il y a beaucoup de gènes impliqués, mais on peut se dire aussi qu'une maladie monogénique, où il y a un seul gène qui est abîmé, finalement, ce n'est pas seulement ce gène qui va être modifié, mais c'est toute une cascade d'événements aussi. Donc toute maladie est finalement complexe. Donc il ne faut pas s'arrêter à la complexité, mais au contraire essayer de comprendre la complexité, et puis dans la complexité, essayer d'en tirer le plus de choses possible. Je vais m'arrêter là pour l'introduction. Et donc, c'était le regard, disons, du scientifique. Hein, et dans cette table ronde où on a vraiment, on essaye de réfléchir un peu au-delà de ce regard scientifique, on avait invité Damien Odoul donc, pour parler du regard du cinéaste. Et donc, on va peut-être donner la parole à Damien, si j'ai été assez claire, Géraldine. Oui, oui, tout à fait. Parfaite introduction. Oui, alors, bonjour. Bon, désolé, moi je suis dans un couloir d'immeuble, donc j'entends des gens qui arrivent. Tout ça. Bon, on va voir ce qui va se passer. Hein, ça. Alors, comment dirais-je? Moi, je viens de terminer donc un long métrage qui était à Berlin, là, à la Berlinale, qui s'appelle Thémo et les métamorphoses. Et donc, Je m'appelle Théo. Je vis dans cette maison depuis que je suis né. J'ai décidé de devenir un maître d'arts martiaux. Mon père, il se prend parfois pour un bûcheron, mais il est photographe.
Mon père m'apprend chaque jour de nouvelles formes martiales. Samouraï! Samouraï de mes couilles, oui. En fait, c'est un camp d'entraînement secret pour guerriers paisibles. Mais moi, je ne suis pas paisible. J'ai rencontré la réincarnation de Bob Marley. Je ne peux pas croire qu'un Rasta qui prône l'amour ait envie de bouffer un trisomique qui cherche l'amour. Quelque chose doit se transformer. Et ce quelque chose, c'est moi. Et voilà. Et ben, donc, dites-nous un peu comment vous avez fait ce film. Quelle était votre intention? Donc, ce garçon que vous avez vu dans la bande-annonce s'appelle Théo, voilà, Théo Kermel. Alors, voilà, j'ai travaillé d'abord sur une résidence d'artistes d'art brut. Donc, j'avais déjà travaillé avec un trisomique qui s'appelle Alain Myrthe, qui est un artiste brut belge qui vit à Liège. Et de là, j'ai une histoire assez longue avec la trisomie. Ça a commencé, j'étais tout petit et j'avais 8 ans et j'avais une amie trisomique. Vous voyez, donc bon, j'ai eu une relation très vite comme ça, mais aussi pas seulement avec la trisomie, enfin, et tout ça. Donc moi, ça veut rien dire pour moi je veux dire, voilà, quelque part, j'ai une connexion comme ça avec certaines personnes ou pas, et qui soient trisomiques ou autre chose. Enfin. Et donc, j'avais déjà travaillé donc, avec Alain Myrthe. Ensuite, j'ai fait un travail avec Kostia Botkin, un poète et slammer. Il fait partie du seul groupe trisomique de rap, groupe de rap trisomique. Ils sont en Belgique, ça s'appelle The Schuller's Division. Et on peut les voir sur YouTube. C'est assez exceptionnel, avec deux chanteurs, dont Kostia, qui est aussi dessinateur, qui est aussi peintre, et qui est représenté par une galerie d'art brut à Paris, la galerie Christian Berst. Et donc Kostia, j'ai travaillé avec lui. Il devait jouer le rôle. Malheureusement, il a été trouble autistique avec aussi... vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Trouble autistique avec trouble schizoïde. Enfin, ça a été tout de suite très compliqué à partir du moment où psychologues, psychiatres se sont mis dedans, parce que sa mère, évidemment, était tout à fait pour qu'il fasse l'expérience du film avec moi, n'est-ce pas? Ça se passait très bien. Et puis Kostia, ça faisait 2 ans que je le côtoyais. Et puis à un moment où il y a eu cet arrêt de par les psys, ça a tout bloqué, quoi. Et donc, malheureusement, je n'ai pas pu terminer donc l'aventure et le travail avec Kostia. Et là, ça a été très dur pour moi. Il a fallu que je trouve un nouveau Théo, j'allais dire. Et puis, j'ai rencontré Théo Kermel. Donc, lui, Théo, celui que vous avez vu dans la bande-annonce, Théo est un garçon qui a 28 ans, qui adore le théâtre, qui en fait d'ailleurs, et qui est aussi danseur. D'ailleurs, vous avez pu voir le corps. Vous parliez d'obésité. Alors, autant Alain Myrthe avait plutôt ces problèmes d'obésité dont vous parliez. Théo Kermel, aucunement. C'est plutôt un corps, au contraire, j'allais dire, de fitness, quoi. Enfin, non, mais voilà, c'est quelqu'un qui, au contraire, entretient son corps, a une relation au corps très, très intéressante. Et donc, nous sommes partis sur ce travail. Alors, c'est un film, il a le rôle principal. Mais au-delà du rôle principal, souvent dans des films, les gens ont les rôles principaux, mais ils ne sont pas de toutes les séquences ou de tous les plans. Là, dans ce film-là, Théo est de tous les plans. Voilà. Donc pendant 1h30, on est totalement en immersion avec lui. Il vit avec son père dans une forêt, au fin fond d'un massif. Ils sont totalement isolés. Bon, il va se débarrasser du père. Bon, il a bien raison d'ailleurs, mais après, on verra tout ça. Et puis, ça avance dans une espèce de méditation aussi, de rapport au monde. Et Théo a vraiment été, entre guillemets, un double. Vous comprenez? Donc, j'ai préféré avoir un garçon
alors entre guillemets trisomique, enfin il l'est, oui, d'accord, enfin bon, là, un garçon avec un handicap, parce que je savais qu'avec lui, j'allais pouvoir aller beaucoup plus loin. Voilà. Et un comédien qui n'aurait pas eu de problème de cet ordre. Donc, ça a été très important pour moi de proposer comment, l'idée c'est de comment habiter poétiquement le monde à travers le regard d'un garçon qui, justement, à cause de son handicap, a une vie plutôt reclue et vit avec son père et n'a pas vraiment d'amis, etc. Mais pourtant, il a un cerveau qui fonctionne très bien et qui réfléchit beaucoup et qui pense le monde, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui m'intéressait, vous comprenez? Donc, c'est en ça que, voilà, le fait qu'il soit trisomique, c'est très intéressant parce que Théo n'a rien à voir avec Kostia. Kostia n'a strictement rien à voir avec Alain, que ce soit bien clair, quoi. Donc, moi, je n'y vois pas, vous comprenez, vu le nombre de névrosés que je croise au quotidien, bon, enfin, les handicaps, il y en a de partout aujourd'hui. Donc, alors, bon, c'est toujours la même question, quoi. C'est de se dire, moi, je me suis rendu compte que ce garçon était très complexe, une personnalité très complexe. Par rapport au personnage, c'était parfait. Et que cette complexité allait au-delà de ce qu'on peut dire. Ah ben, ils peuvent être comme ça ou réagir comme ça. Non, il réagit, il est d'abord de son temps. Il y a une contemporanéité chez lui très forte. Voilà, il a été élevé à l'Internet aussi. Donc, ça peut, vous voyez ce que ça peut dire, ce que ça peut vouloir dire aussi. C'est-à-dire qu'il a vu de tout et n'importe quoi, et aussi des choses moins et plus intéressantes. Il a quand même lu un peu Shakespeare, il s'intéresse, il adore Roméo et Juliette, par exemple. Bon, et puis d'un autre côté, il peut regarder du fight violent de MMA ou je ne sais quoi, ou du porno. Voilà. Donc, dans ce contexte, c'est intéressant. Voilà. Est-ce que c'est clair ou... Oui, oui. Et lui, il était heureux de faire ce film et justement je ne sais pas s'il vous a dit que pour lui aussi, c'était important de participer à quelque chose qui pouvait changer le regard sur… Oui, oui, alors ça, oui. Alors, d'autant plus il était heureux, c'est parce que lui veut être acteur. Donc lui, on est vraiment avec quelqu'un qui aime la comédie, ce qui n'était pas le cas de Kostia. Kostia est beaucoup plus un poète, beaucoup plus un plasticien, je dirais. Ou voilà, dans le cas de Théo, on a quelqu'un qui est totalement différent à partir du moment où la caméra tourne. En plus, il a une vraie cinégénie, donc il capte, la caméra le reconnaît, il y a quelque chose qui se passe, il y a une interaction. Donc ça, c'est une chose importante. Premièrement, lui, alors que le film soit politique, je vous souhaite de le voir si vous pouvez, mais quand il sortira en France, il l'est certainement. Mais lui, par rapport à la trisomie et par rapport à tout ça, c'est pas son souci, vous comprenez? Puisque la trisomie est plutôt un problème, parce que comme il me dit, tu comprends, la trisomie, voilà, c'est dans mon regard et dans mon visage, on reconnaît que je suis un trisomique, mais moi, et c'est bien pour ça que dans le film, d'ailleurs, il a une relation, entre guillemets, amoureuse avec une jeune fille qui n'est absolument pas trisomique. Et lui, on va dire que c'est le but. C'est qu'il aimerait vraiment connaître une histoire d'amour, une histoire amoureuse avec une jeune fille qui ne soit absolument pas trisomique. Donc, lui ne m'a jamais parlé de la trisomie, si ce n'est pour me dire que c'était plutôt un problème. Et en effet, alors que lui, il a envie de courir, il a appris à conduire le quad, donc on le voit conduire un quad, ça a été quand même assez compliqué, mais on y est arrivé. Et il est descendu dans une grotte habillé en spéléo, et une vraie grotte et de la vraie spéléologie, enfin, etc. Il a fait énormément de choses, tout comme je l'aurais demandé à un acteur, à un autre acteur, n'est-ce pas? Mais, ce que je veux dire, évidemment qu'il était heureux, parce que c'était son rêve. Donc, lui, il était réellement à sa place. Et en plus, il faisait le travail de manière très, très professionnelle, c'est-à-dire un garçon qui était très sérieux. Et il était totalement différent, que ce soit le soir, quand mon assistante le récupérait,
avec moi dans la journée, la longue journée dans laquelle nous, j'allais dire, nous explorions ensemble une idée du monde. Bon, je parle, il y a des gens qui sortent de l'ascenseur, c'est n'importe quoi. Mais c'est assez drôle. Le film est un peu comme ce que je suis là dans le couloir, quoi. C'est-à-dire, il est tragiburlesque, c'est-à-dire, il est dans un. Il y a une. Je dirais, il y a une comédie, il y a la comédie humaine, elle est là. Et puis, des moments, je pense qu'il est même assez drôle, Théo, par rapport à ce qu'il fait, par rapport aux relations avec son père. D'un autre côté, je ne parlerai pas de tragédie d'ailleurs, mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose de plus. Oui, il y a une réflexion sur le monde et comment se transformer. Mais cette réflexion, elle est pour nous tous, je dirais. Bon, sauf que là, c'est à travers un garçon comme Théo, qui est un garçon, comme je vous dis, très complexe, donc très intéressant, et qui lui-même est en quête de se dire qu'est-ce que va être ma vie demain. Alors la différence qu'il a, c'est qu'il a pu jouer dans ce film, qu'il est lui-même, alors que bon, j'ai rencontré des trisomiques qui n'avaient pas du tout envie de jouer ou qui n'avaient pas. C'est comme dans la vie, j'ai travaillé avec beaucoup de non-professionnels. Il y a des gens qui n'ont jamais vu une caméra de leur vie et qui sont tout de suite très à l'aise devant et ça se passe très bien. Et il y en a d'autres avec qui ça ne peut pas, ça ne marche pas. Donc ça a été la même chose. Théo est à part quelque part. Il y a pas ce qu'il a fait là est pas du tout évident. Je veux dire, un acteur professionnel aurait peut-être été même bien moins bon que lui. Voilà, c'est important, quoi. Et c'est en ça que je le ramène à nous, à nous, vous. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Donc, du coup, on passe au côté un peu recherche pour mieux comprendre effectivement tout ce qui peut se jouer derrière ces 3 chromosomes. Et c'est vrai que Damien parlait de la complexité. Et voilà, c'est un peu ce qu'on essaye de démêler comme on peut. Ouais. Effectivement, et aussi un petit commentaire par rapport à la hétérogénéité. Comme on voit dans les personnes atteintes de trisomie 21, on voit vraiment beaucoup de variabilité et des symptômes et des progressions de l'interaction avec les autres, etc. Donc, effectivement, ça, c'est une chose d'ailleurs que même quand on étudie avec les souris, c'est les modèles qu'on utilise dans le labo pour étudier aussi la condition trisomique. On voit déjà qu'il y a une forte variabilité dans presque tous les phénotypes qu'on essaye d'étudier avec ces modèles animaux. Donc, pour vous expliquer un peu plus, dans le laboratoire, ça existe, hein, la modèle trisomique. Et des souris sont des souris qui contiennent les gènes qui dans les humains se disposent dans les chromosomes 21. Ces gènes, c'est les gènes orthologues dans la souris qui se distribuent dans 3 différents chromosomes. Donc, avec des méthodes très, très élégantes, ça a été possible de créer ces souris-là avec les gènes des chromosomes 21 humains, mais dans les souris. Donc, avec cette modèle, dans notre laboratoire et d'autres, on utilise différents types d'évaluations qui peuvent être comportementales ou qui peuvent servir à tester différentes molécules, où l'intérêt premier, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les différences entre un cerveau sans trisomie et un cerveau trisomique déjà. Et d'un point de vue fondamental, en allant au détail des cellules, des molécules et de ces différences entre les 2 génotypes, nous aidera à comprendre. Mais ceci, d'un point de vue comportemental, l'utilisation de ces modèles permettront, dès qu'il y aura certaines molécules qui pourraient être utiles pour des traitements, quand on vient de dire avec Marie-Claude, il y a des différences au niveau cognitif, mais il y a aussi énormément d'autres anomalies associées, que ce soit cardiaque, que ce soit la diabète aussi. Donc, établir des modèles animaux ou des modèles de culture cellulaire aussi
ça sert précisément à pouvoir tester tous ces types de nouvelles thérapies potentielles et pour qu'elles soient évaluées après. Et oui, si je peux juste me permettre, parce qu'on sait que l'expérimentation animale, parfois pour le grand public, c'est très très mal compris. Oui. Pour être venu, pour avoir été accueilli dans beaucoup d'animaleries, de laboratoires comme ça, de recherche, il faut savoir qu'effectivement, on n'avancerait pas sans, ça c'est impossible d'avancer sur des recherches de thérapie et de compréhension des pathologies sans expérimentation animale, et qu'aujourd'hui, la réglementation, elle est vraiment extrême, et qu'il y a des contrôles pour que le bien-être de ces animaux soit garanti, les conditions voilà, leurs conditions de traitement, elles sont vraiment excellentes. Oui. C'est pas, voilà, il faut, bien sûr, il y a un petit côté impressionnant pour ceux qui détestent cette idée-là, mais c'est impossible de faire sans. Et vraiment, il faut savoir que tous vos laboratoires sont avec des vigilances extrêmes qui parfois même freinent la recherche, tellement il faut veiller au bien-être de chaque souris sur toute la durée d'une recherche, et qu'il y a même maintenant des IRM pour souris, pour qu'effectivement on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, en préservant, en anesthésiant la souris. Enfin voilà, je me permets juste cette remarque-là, parce que les gens qui vont voir cette vidéo sans contexte risqueraient de s'inquiéter, et voilà, c'est vraiment important, je pense, de le rappeler. Oui, vous faites bien. Alors, je vais encore en rajouter qu'effectivement, nous, les chercheurs, nous sommes le premier, comment dire, on limite le maximum l'utilisation des animaux. Si on peut aller à des modèles beaucoup plus simples. Mais comme vous venez de dire, il y a différents types des questions qui ont besoin d'un système complexe. Mais dans ce cas, on est extrêmement évalué et précisément évalué, et on doit justifier ce qu'on fait, les points de contrôle, etc. Et on veille vraiment à que les animaux, qu'il n'y ait aucune souffrance soit faite par ces animaux, bien sûr. Oui. Merci beaucoup. Et du coup, ça serait Javier qui prendrait le relais pour présenter ses travaux? Oui, moi je peux peut-être rajouter une petite chose qu'on avait faite dans l'équipe, c'est-à-dire on avait donc évidemment ce qu'on chercherait, c'est essayer d'augmenter les capacités cognitives, au moins dans ces modèles de souris. Et on avait donc trouvé plusieurs types de traitements, dont un à base de molécules qui régulent le GABA, dont peut-être Javier parlera, c'est une molécule inhibitrice dans le cerveau. Et puis un traitement aussi à base d'extrait de thé vert, qui a été très utilisé, qui a même été utilisé chez les personnes. Il y a eu un essai clinique qui a montré des résultats intéressants. Donc vraiment, le but, c'est ça, c'est comment libérer de la capacité cognitive et essayer de, comme le disait Damien tout à l'heure, ça m'a marqué, puisqu'il a dit que finalement, l'acteur, Théo, il a appris à conduire un quad, je ne sais plus si c'est comme ça qu'on dit, les trucs à 4 roues, je crois. Ouais. Et c'est impressionnant, parce que quand on discute beaucoup avec les associations américaines, eux vraiment le but, ils disent on voudrait qu'ils conduisent une voiture. Donc c'est vrai que c'est très américain, parce que peut-être aux États-Unis on ne se débrouille pas sans voiture, mais en tous les cas c'est des personnes qui la plupart du temps arrivent à apprendre beaucoup de choses, et c'est vrai que après ce qu'on dit aussi, c'est qu'ils apprennent sans doute avec un peu plus de temps, et il faut garder ces méthodes d'apprentissage de manière assez constante pour que ça reste. Mais évidemment, si on pouvait faciliter ces méthodes d'apprentissage, ça serait vraiment bien. Et donc on a trouvé différents traitements qui peuvent le faire, et c'est des traitements qui sont allés jusqu'en clinique. Donc c'est vrai que c'est toujours vraiment le but, dans tout ce qu'on fait. Bon, alors, je vous raconte un peu ce qu'on fait. Nous, comme vous voyez, à l'Institut du cerveau, on s'occupe des différents aspects du cerveau. Et moi, avec Alberto Bacci, en collaboration avec Marie-Claude Potier, Martha aussi, nous, on travaille dans la partie, ce qu'on appelle physiologie, les fonctionnements des neurones. Donc, du coup, peut-être vous le savez, dans le cerveau, il y a des neurones qui sont excitatoires de l'activité, des neurones qui sont inhibitoires de l'activité.
Et notamment dans les cerveaux trisomiques, il y a un excès d'activité inhibitrice dans le cerveau. Mais la diversité des types de neurones inhibiteurs est énorme. Donc, du coup, on s'est planché à décortiquer quels sont les neurones en particulier qui sont altérés dans le cerveau trisomique. Donc voilà, on a commencé à étudier la transmission d'informations entre neurones, l'intégration de cette information dans un neurone, et on a trouvé certains circuits spécifiques qui sont altérés dans le cerveau trisomique et qui ont une identité particulière, une identité morphologique, anatomique, fonctionnelle, qui nous permettent justement de ce que disait Marie-Claude, d'identifier potentielles cibles pour agir sur l'activité des neurones et essayer d'améliorer la performance dans le sens cognitif, dans l'indépendance de la vie de cette personne. Donc, du coup, voilà. Nous, notre travail, c'est surtout focalisé sur comprendre quels sont ces circuits de neurones qui sont altérés et quels sont les potentiels cibles sur lesquels on pourrait agir, éventuellement avec une thérapie pharmacologique, avec une thérapie occupationnelle, différents aspects. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu, ça rejoint ce qu'on peut constater dans le cadre de la dépression, par exemple, où les personnes ont réellement une transformation de leur fonctionnement, du fonctionnement du cerveau, et si on trouve le bon traitement pharmacologique, ça peut. Et ces personnes dans la dépression, elles disent qu'elles ont une perte de capacité de concentration, une perte de capacité. Et en fait, ça rejoint ça, c'est-à-dire que vous essayez de voir ce qui peut être déréglé pour réoptimiser. Voilà. Que dans le cas de la trisomique, comme disait Marie-Claude tout à l'heure, est causé par des altérations pendant le développement de l'organisme, de la personne, et qui donnent à la fin des circuits, des réseaux de neurones qui ont quelques légères différences avec le cerveau qui passe trisomique. Donc, du coup, c'est ça qu'on cherche justement à trouver, quelle est l'identité de ces neurones qui forment des circuits qui ne sont pas tout à fait comme le reste. Donc voilà, pour pouvoir justement cibler ces circuits à la fin, déjà d'un aspect fondamental pour comprendre les fonctionnements du cerveau en général, parce qu'on avance aussi sur la compréhension du cerveau en général, et dans le cas particulier de la trisomie, pour trouver des potentiels cibles justement. Okay, merci. Donc là, vous voyez, c'est une approche qui est plus au niveau des réseaux. Et donc, on agit sur le réseau sans savoir exactement, je dirais, quel gène du chromosome 21 est responsable, mais c'est pas grave, on essaye d'améliorer les réseaux. Et on a vu même que certains traitements qui étaient assez actifs dans les modèles de trisomie, ils étaient même actifs chez des souris, ce qu'on appelle des souris contrôle. Donc, c'est vraiment des traitements qui améliorent les capacités cognitives. Et c'est des traitements qui existent dans d'autres pathologies qui existent au quotidien? Non. Ça, c'est des traitements qui étaient allés en clinique avec un industriel. Alors, l'essai clinique n'est pas allé jusqu'au bout, mais donc c'est des traitements nouveaux, complètement novateurs. Oui. Donc, et ça, les phases expérimentales pour le développement clinique sont encore à réaliser? Alors, les phases expérimentales de tout ce qui est première phase expérimentale de la clinique ont déjà été faites. Et maintenant, c'est vraiment trouver l'application chez l'homme qui est la plus adaptée à ces traitements pro-cognitifs, en fait, qui augmentent la cognition. D'accord. Donc, ça peut être aussi certaines maladies psychiatriques, ça peut être des effets indésirables de traitement de maladies psychiatriques, ça peut être pas mal de choses. Ok, merci beaucoup. Donc, l'heure tourne. Laura? Laura, donc elle est un peu… C'est vrai que si on considère qu'une personne trisomique, c'est une maladie un peu neurodéveloppementale, donc il se passe des choses pendant le développement. On pourrait essayer de corriger dans un traitement prénatal. Pourquoi pas, il y a les extraits de thé vert, on commence à les administrer parfois même chez des femmes enceintes aux États-Unis, ça se fait. Ensuite, il y a ce qui se passe autour de la naissance et on sait que il y a une espèce de rattrapage du retard de développement. Ça, on l'a vu assez bien dans les modèles de souris, mais il se peut que ça soit aussi pareil chez l'homme.
Et puis, après, il y a toute la partie, le jeune adulte, où là, il faut essayer de compenser, essayer de voir comment on peut compenser par des thérapies comportementales ou pharmacologiques peut-être, compenser les défauts du développement. Et puis après, chez l'adulte plus âgé, là, il faut essayer de prédire ce qui pourrait se passer en termes de déclin cognitif. Je vous parlais de maladie d'Alzheimer parce qu'il y a un gène de la maladie d'Alzheimer qui est sur le chromosome 21. Donc là, il faut prédire, et c'est ce que Laura, elle est plus sur ce côté-là, parce qu'elle travaille aussi sur la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vrai que là, la partie trisomie nous apporte beaucoup et apporte beaucoup aussi pour la maladie d'Alzheimer, puisque on peut avoir accès à des fenêtres de tir très, très en amont de ce qui se passe dans l'Alzheimer, puisqu'on sait que les trisomiques ont un risque élevé de maladie d'Alzheimer. Donc on peut essayer de voir ce qui se passe avant même qu'il y ait un quelconque changement de type dégénérescence chez eux. Donc Laura, c'est ce qu'elle essaye de faire, donc vraiment le croisement maladie d'Alzheimer et trisomie 21. Et comment trouver ces biomarqueurs. On va les appeler les biomarqueurs qui marquent. Donc voilà, comme Marie-Claude l'a expliqué, moi je cherche ces biomarqueurs qui vont nous permettre de trouver les personnes qui sont plus à risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Donc il y a quelques marqueurs déjà, que ça qui nous permet, c'est différencier les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer des personnes qui ne le sont pas, les personnes qui vont développer un Alzheimer plus tôt ou plus tard. Mais maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est ces personnes qui n'ont pas encore un problème de mémoire, un problème lié à l'Alzheimer, qui sont d'un âge. Donc, en ce cas, nous, on travaille avec des personnes qui sont âgées plus de 65 ans, mais dans le cas de la trisomie 21, on pourrait aller un peu plus tôt. Donc, pour différencier ces personnes qui sont plus à risque, donc qui ont besoin de peut-être de quelques changements qu'on peut faire toujours pour diminuer un peu les risques d'Alzheimer, la diète ou l'activité physique et des autres choses. Donc, en fait, dans la trisomie 21, c'était très important d'avoir ces marqueurs parce que ça permet de suivre la personne pendant sa vie et voir quand est-ce que cette personne commence à avoir un risque plus incrémenté, déjà de qu'elle a, de développer cette maladie d'Alzheimer dans 5 ans ou dans 2 ans. Donc, c'est très, très important dans la trisomie 21 de trouver ces marqueurs qui vont nous permettre de faire ça, calculer ce risque de cette personne. Et ça, c'est aussi une demande qui avait été formulée par des centres d'accueil. Donc, on en discutait en début de table ronde. Les trisomiques ont un risque aussi de malformations cardiaques. Et depuis que ces malformations sont détectées très tôt, qui sont opérées très tôt, ces opérations, cette chirurgie cardiaque a permis d'augmenter l'espérance de vie. Et donc, maintenant, il faut aussi regarder ce qui se passe plus tard. Et les centres d'accueil sont confrontés au problème de l'éventuel déclin cognitif chez les personnes de 35-40 ans. Et ils aimeraient bien pouvoir l'anticiper, ce problème, pour adapter ensuite, par exemple, les séances d'orthophonie ou l'exercice physique dont parlait Laura, ou tout un tas d'autres systèmes, puisque pour l'instant, comme vous le savez, la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de traitement. Donc, en tous les cas, essayer d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir anticiper cette période difficile. Donc, actuellement, il y a de plus en plus de biomarqueurs, même sanguins, qui permettent de faire un point sur l'état, où est-ce qu'on en est de la pathologie. Donc, c'est des choses qu'il faut aussi développer rapidement pour eux, pour essayer de contrer le plus rapidement possible le déclin cognitif accéléré. Ah oui, si je puis me permettre, c'est sûr que là, pour des personnes de l'extérieur, c'est quand même
assez impressionnant d'apprendre cette nouvelle menace, si je puis dire, qui pèse sur eux grâce à l'espérance de vie gagnée. Donc heureusement, donc les travaux de recherche vont essayer d'accompagner effectivement la prise en charge, mais c'est quelque chose on a une idée de la fréquence de la survenue de ces problèmes de déclin cognitif? Alors, on dit que chez les personnes trisomiques de plus de 65 ans, il y a environ 70% des personnes qui auraient des atteintes de type Alzheimer. Donc, c'est beaucoup plus que dans la population générale. Hein. Ouais, c'est vraiment impressionnant. On arrive à la fin du temps d'enregistrement possible. Peut-être que, donc apparemment, Damien n'est plus avec nous. Je vais regarder si il a mis un... Non, j'ai pas de message. On peut peut-être nous, enfin, en tous les cas, voilà, il me dit que ça capte plus. Enfin, il a vraiment des problèmes. Donc, on peut peut-être conclure de manière générale sur nous, sur lui, et puis clore la table ronde. Voilà, je voulais remercier donc les participants à cette table ronde. Cette table ronde, elle nous a permis d'aborder des sujets scientifiques qu'on étudie à l'Institut du cerveau à Paris, là au centre de la Salpêtrière, et puis aussi d'avoir le point de vue d'un cinéaste, donc Damien Odoul, qui vient de terminer son long métrage, qui, on l'espère, sera sur les écrans peut-être à la fin de l'année, si tout va bien. Mais en tous les cas, donc vraiment, l'idée, c'est de sensibiliser le grand public à la trisomie 21. Et cette journée mondiale, elle est importante dans ce sens-là, puisque évidemment, l'un des buts de cette journée mondiale, c'est vraiment donc supporté par l'ONU, par l'OMS, c'est de défendre le droit de ces personnes, les personnes porteuses de trisomie 21. Et c'est vrai que, oui, elles ont le droit d'être actrices. On le voit avec Damien, donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, leur inclusion. Donc, on est beaucoup dans les discussions de société inclusive. Donc, ça, c'est important. Et puis, leur bien-être. Et donc, nous, on est un peu à tous les niveaux de la chaîne. On essaye de comprendre et d'améliorer leur bien-être, que ça soit de la naissance jusque plus tard. En tous les cas, je tenais à vous remercier tous. Et puis, j'espère que cette discussion permettra au public d'être informé et d'être plus sensibilisé à ces personnes elles en valent vraiment la peine. Donc, on continue, nous, activement nos recherches et on espère que ça améliorera donc toute la qualité de vie, le bien-être et l'inclusion surtout. Oui, merci. Non, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré et qui savent que oui, c'est une très grande diversité, comme disait Damien Odoul, et qu'il faut enlever les frontières et les carcans derrière. C'est vrai qu'il y a un faciès là, du coup, qui les définit beaucoup dans l'a priori, dans le premier contact, et que voilà, c'est au-delà, chaque personne est différente, et comme vous le dites, ça se traduit aussi derrière par des gènes que vous décryptez et qui vont avoir différentes expressions, différents retentissements différents, et leur donner toutes les chances possibles, rien qu'en ouvrant les portes et en se rencontrant, en attendant d'autres aboutissements de vos projets de recherche. Je pense que c'est une bonne chose qu'on peut déjà tous faire à notre petite échelle. Non, mais voilà, par rapport, oui, vous me parlez d'une conclusion. Alors, en effet, par rapport à ce que j'ai pu dire, moi, dans le contexte aussi du film, dans mon expérience, qui est que, en effet, comme je vous l'ai dit hier, comme je l'ai dit, j'ai travaillé quand même à plusieurs reprises avec des gens, avec des trisomiques. Donc, quelque part, c'est vrai que, de mon point de vue, j'ai envie je pense à ce grand psychanalyste, psychiatre même, je dirais, François Tosquelles,
l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban et qui a été le fondateur de la psychothérapie institutionnelle, et Tosquelles, qui était un psychiatre hors du commun, disait un truc que je trouve très important, c'est qu'il disait que la qualité essentielle de l'homme, c'est d'être fou. Alors, tout le problème, c'est de savoir comment il soigne sa folie. Alors, la folie, on en parle peu, parce que, quelque part, on en parle de moins en moins, presque, je dirais. Et quelque part, qu'est-ce que ça veut dire aussi de vouloir soigner un handicap, quelque chose, je dirais, qui a à voir aussi avec quelque chose, je dirais, qui a à voir avec le décalage. Et en effet, à une certaine époque, je me souviens, moi, dans ma génération, le trisomique était vu comme quelqu'un de sympathique, mais en même temps, on le mettait quand même à distance du point de vue j'allais dire, de sa difformité. Mais moi, j'ai l'impression que cette difformité-là, ou en tout cas la différence, pour parler avec des mots d'aujourd'hui, c'est une manifestation de la sagesse. Je crois vraiment en ça. C'est-à-dire que chez les infirmes, les fous, les gens différents, je dirais, ils sont pour moi les dépositaires du savoir, du vrai savoir. Et ça a été mon expérience à chaque fois, et dont la dernière fois sur ce projet de film. Mais ça a été mon expérience à chaque fois. C'est-à-dire que ce sont des gens qui m'ont beaucoup appris sur moi et qui amènent beaucoup de vie, finalement, alors que je vois autour de moi des gens qui vont plutôt très mal, voire ou mal, ou pas trop mal, mais qui sont dans quelque chose de très différent, puisque très souvent, comme on dit, passer à côté de sa vie, ça prend tout son sens, surtout en ce moment. On a l'impression de voir des gens qui, en effet, passent à côté de ce qui est essentiel. Donc ce serait ça un peu ma conclusion. Et la dernière chose, de dire qu'en France, pour moi, le vrai souci, et je parlais de l'art brut hier, j'ai vécu au Japon, j'ai vraiment vu le travail qu'ils faisaient avec justement beaucoup de trisomiques, mais aussi des autistes au niveau du travail artistique. La France est très en retard. Puisque on n'ouvre pas assez justement sur l'idée que dans la trisomie, en tout cas, il y a de véritables artistes qui sommeillent, et c'est très dommage d'en être encore là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Et donc, Oui, merci. rendez-vous pour d'autres succès de vos recherches alors. Ah bah oui, avec plaisir, Géraldine. Oui. Il faut aller voir le film. Géraldine. Et pour le Il film. faut aller voir le film, vivement qu'on puisse voir autre chose que la bande-annonce. Vraiment,